Donc, je m'appelle David Jaïs, je suis haut fonctionnaire et auteur. Et j'ai publié en 2017 un livre qui s'appelle « La guerre civile n'aura pas lieu », publié aux éditions du Cerf. J'ai écrit ce livre parce que j'étais frappé par le fait que la majorité de ceux qui ont commis des attentats sur le sol français depuis 2012, c'est-à-dire depuis les tueries de Mohamed Merah, étaient des concitoyens, des gens qui avaient la nationalité française, qui sont nés et ont grandi en France. Et pour moi, il y avait une différence d'espèce assez massive par rapport aux attentats terroristes dont nous avions été les témoins durant les années 90 ou la décennie 2000. Et donc j'ai voulu mobiliser la philosophie politique et notamment les théories de la stasis, c'est-à-dire du conflit interne, pour essayer de comprendre comment un groupe d'individus, fût-il infime, pouvait arriver à prendre les armes contre sa propre communauté politique. Pour essayer de comprendre la diversité du djihadisme, je crois qu'il y a un seul dénominateur commun entre ce qui se passe en Somalie, ce qui se passe aux Maldives, ce qui se passe aux Philippines, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe partout ailleurs, et même en Chine. C'est le rapport dysfonctionnel à l'État. C'est-à-dire le djihadisme prospère soit là où l'État est inexistant, c'est le cas de l'Afghanistan, c'est le cas de la Somalie, hein, on a une absence totale d'État qui fait que la solidarité tribale prospère, hein, pour ainsi dire, par défaut d'État et contre l'État, soit dans des sociétés où l'État ne remplit plus sa promesse de welfare, c'est-à-dire de bien-être social, dans des sociétés où l'État est en quelque sorte défaillant. Et c'est un peu la crise du welfare que nous traversons dans les sociétés occidentales qui explique qu'il y ait comme ça des bandes de jeunes déshérités qui se jettent, hein, dans les bras de ces idéologies radicales. Donc effectivement, ça peut paraître une lapalissade, mais la première priorité, si on veut contrer durablement ce phénomène, c'est de faire du renforcement de l'État et notamment de l'État social. Parce que l'État, quand il est bien compris, c'est ce qui garantit l'impartialité et l'objectivité des rapports sociaux. Ça évite le tribalisme. S'il y avait un État solide en Afghanistan, il n'y aurait pas eu la désintégration tribale à laquelle on ne finit pas d'assister depuis plus de 30 ans. Le deuxième axe que vous évoquez et qui me tient particulièrement à cœur aussi, c'est la politique méditerranéenne de la France. Je pense que la France, c'est une puissance méditerranéenne, d'abord parce qu'elle a toute une façade évidemment qui regarde vers la Méditerranée avec des villes très puissantes, hein, comme Marseille, qui sont des creusets de civilisation, et ce depuis l'Antiquité. Et puis, de gré ou de force, elle a une histoire partagée avec la Méditerranée. Cette histoire partagée, c'est évidemment la latinité et l'Occident chrétien. Nous avons, avec l'Espagne, avec l'Italie, autour du catholicisme romain, un legs historique extrêmement fort. Hein. Paul Valéry disait qu'au fond, l'Europe, c'était l'alliance de la Grèce ancienne, de la Rome antique et du christianisme. Il y a quand même cette matrice-là. Et puis, évidemment, une histoire qui est à la fois douloureuse et belle, qui est celle de la colonisation et de la décolonisation, qui fait que la France a été présente en Afrique du Nord, avec des mémoires parfois douloureuses, parfois contrastées, mais des échanges très forts, et que, pour ne prendre que l'exemple de l'Algérie, vous avez aujourd'hui en France presque un Français sur trois qui a un lien familial direct avec l'Algérie, qu'il soit immigré ou fils d'immigré, qu'il soit juif séfarade, qu'il ait dans sa famille des pieds noirs, qu'il ait dans sa famille des soldats du contingent. Vous voyez, il y a quand même une pluralité de groupes sociaux dans la société française qui ont un lien direct avec l'Algérie, et c'est le cas aussi avec le Maroc et la Tunisie. Donc la France a un lien direct avec la façade sud de la Méditerranée, et je trouve souvent dommage qu'elle ne valorise pas suffisamment à la fois cet héritage-là et cet atout politique, parce qu'elle a tous les atouts pour être une grande puissance méditerranéenne, cette Méditerranée à la fois compliquée, traversée de fractures, traversée d'incompréhensions, mais qui aussi présente des atouts incroyables, et notamment une jeunesse, une classe moyenne qui se développe, un potentiel de co-développement extraordinaire. Donc effectivement, je pense qu'il faut que la France reprenne le flambeau méditerranéen, parce que c'est vraiment le pays qui est
le plus à même d'avoir une forme de leadership sur ce terrain. Troisième point, évidemment, la connaissance de l'islam. Je pense que la connaissance de l'islam, il faut distinguer deux groupes. D'un côté, les musulmans de France, qui ne sont pas une réalité homogène, hein, évidemment, c'est très composite, c'est complexe, mais ça existe. Hein, c'est un bloc spirituel qui existe au même titre que le catholicisme, que le protestantisme, que l'athéisme, bien sûr. Et les musulmans de France, ils ont besoin d'avoir une histoire et une représentation d'eux-mêmes. Donc ils ont besoin d'avoir des connaissances qui soient à la fois historiques, culturelles, mais aussi cultuelles. L'État n'est pas là pour intervenir dans les cultes, hein, il doit s'en tenir à une stricte laïcité, mais il peut délivrer un enseignement historique et culturel, comme il le fait déjà assez bien s'agissant du catholicisme, beaucoup moins bien s'agissant du protestantisme et du judaïsme. Donc là, il y a un travail à faire dans l'enseignement de l'histoire pour acclimater en quelque sorte nos élèves à la connaissance de cette civilisation islamique qui est une composante aujourd'hui de la société française, au même titre qu'on le fait s'agissant du christianisme et au même titre qu'on devrait le faire aussi s'agissant du protestantisme ou de la libre pensée. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important. Et puis, l'enseignement cultuel aussi, il faut que les musulmans, et là, ça ne regarde plus l'État, hein, mais c'est l'organisation de l'islam par lui-même, il faut que les musulmans ils aient accès à une formation, s'ils en ont envie, culturelle, théologique, de qualité et de proximité. Ça ne peut pas être cantonné à quelques centres très élitistes, hein, pour avoir des outils de compréhension de leur religion ou au moins du culte dans lequel ils ont grandi. Et ensuite, comme ce sont des citoyens libres et rationnels, ils feront le choix de croire ou de ne pas croire, mais il faut au moins qu'ils aient accès à ce bagage-là. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier, un vrai défi sur la formation à la fois des imams, bien sûr, qui vont officier dans les mosquées en France, mais aussi sur la formation de tous les savants de l'islam, si j'ose dire, hein, sans parler des oulémas, hein, sans être dans justement cet islam élitiste, mais qui sont capables de délivrer un enseignement rationnel, compatible avec les valeurs de la République et minimum, en quelque sorte, pour des jeunes qui sont parfois en recherche de repères et qui, ne trouvant pas ces repères dans ce que devrait être cet enseignement, vont les chercher dans la parole beaucoup plus radicale et dangereuse de prédicateurs qui sont en France ou pas en France d'ailleurs. C'est vrai que le livre fonctionne un peu comme un kaléidoscope, c'est-à-dire que j'essaie d'embrasser le sujet dans plusieurs de ses dimensions. Et ce qui est vrai, c'est que s'agissant de la guerre civile française, nous avons déjà connu une expérience de guerre civile confessionnelle en France au XVIe siècle. Les 8 guerres de religion qui déchirent le royaume de France entre 1562 et 1592 et qui opposent des factions protestantes d'un côté, catholiques de l'autre, mais c'est plus compliqué que ça, puisque parmi les catholiques, il y a des intransigeants et il y a des modérés, parmi les protestants aussi. Et donc, le souvenir de ces guerres civiles, même s'il est refoulé, fait que l'opinion et la société française sont beaucoup plus sensibles, peut-être encore que d'autres sociétés, à ces attentats qui impliquent des concitoyens, où des concitoyens tuent d'autres concitoyens. Et en même temps, ça peut être une force aussi de bien comprendre, de bien analyser ce qui s'est passé au XVIe siècle pour éviter de retomber dans cette spirale, justement, puisque le propre de la guerre civile, c'est littéralement le déchirement du tissu social et le fait que des gens qui autrefois étaient liés par les liens de l'amitié, de la solidarité ou de l'intérêt réciproque deviennent du jour au lendemain, ou presque, des ennemis irréconciliables parce que l'idéologie, en l'occurrence l'idéologie religieuse, les sépare. Et ce qui a permis à la France lentement, parce que ça a été très difficile et très douloureux, mais de sortir des affres de la guerre civile, c'est l'existence de ce qu'on pourrait appeler les reconstructeurs, c'est-à-dire une génération de responsables comme Michel de l'Hôpital au début des guerres civiles, qui avaient le souci de la concorde civile, c'est-à-dire qui cherchaient à dépasser l'antagonisme théologique entre catholiques et protestants et à faire coexister dans le royaume de France ces différentes doctrines sous, en quelque sorte, un concept civique commun. C'est toute la démarche de Michel de l'Hôpital qui, quoique fervent catholique, a cherché à réconcilier les différentes options religieuses sous une matrice civique commune. Et je crois que si nous voulons sortir de la situation qui nous accable, qui bien sûr n'a rien à voir avec les guerres de religion au sens où nous ne sommes pas en guerre, et je me défie
de cette invasion de la rhétorique guerrière, nous avons quand même un dissensus interne qui est très fort, hein, avec des gens, même s'ils sont très peu nombreux, qui sont dans une haine de la République irréconciliable. Eh bien, si nous voulons sortir de cette situation qui nous accable, nous devons méditer les leçons de ces hommes d'État qui ont été capables de dépasser par un concept politique commun les querelles théologiques. Le titre de mon livre, bien sûr, c'est un clin d'œil à la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, que j'aime beaucoup. Mais c'est aussi une forme de provocation volontaire, c'est-à-dire je suis persuadé que la France a la capacité d'amitié civique, de résilience, de compréhension mutuelle qui fera que jamais plus nous ne rebasculerons dans cette spirale de dissension, voire d'affrontement que nous avons connue en d'autres époques. Cependant, je pense qu'il faut avoir en tête ce spectre. Je parle dans le livre du spectre de la guerre civile, c'est-à-dire une possibilité, une virtualité et une horreur, hein, beaucoup plus qu'une réalité en acte. Il faut avoir en tête ce spectre, un peu comme un memento permanent, qui nous invite en quelque sorte à mobiliser les politiques publiques et l'énergie sociale nécessaire pour le conjurer. L'enjeu n'est pas d'éradiquer la guerre civile, parce qu'on n'éradique pas un spectre, c'est de le conjurer, c'est de la tenir en respect, c'est de la tenir en quelque sorte à bonne distance. Et c'est au fond l'enjeu de toutes les sociétés qui sont en proie à des démons sécessionnistes, hein. C'est en quelque sorte une possibilité qui existe depuis la cité grecque. Ce n'est pas un hasard si les Grecs ont inventé à la fois le concept de police et le concept de stasis, qui désigne la possibilité de la guerre civile. Et donc voilà, mettre en œuvre ces politiques, c'est se donner les moyens de conjurer, de refouler durablement cette virtualité qui nous accable et dont les événements dont nous avons été les témoins ces dernières années rappellent cruellement qu'elle nous menace et que ça n'est pas théorique ou ça n'est pas juste dans les livres d'histoire.